Dans un monde où le tintement cristallin des flûtes de champagne se mêlait au murmure des jeux de pouvoir, une serveuse en difficulté s'apprêtait, sans le savoir, à devenir la personne la plus importante de la pièce. Elle n'était armée ni de richesse ni de statut social, mais d'un langage secret appris dans un lieu fait d'amour et de perte, une langue silencieuse qui allait changer son destin. Lorsqu'elle salua la mère silencieuse et négligée d'un milliardaire, son simple geste de bonté allait déclencher une réaction en chaîne faite de tromperie, de trahison et finalement d'une révélation choquante qui ferait voler en éclats le monde d'une famille puissante. L'air de l'Aurélia, l'un des restaurants les plus exclusifs du 8e arrondissement de Paris, était chargé de l'arôme entêtant de l'huile de truffe blanche, de parfums de haute couture et d'une ambition inexprimée qui flottait au-dessus des nappes immaculées. Pour Amélie Dubois, c'était l'odeur de la survie. À 24 ans, elle était une silhouette floue en mouvement constant dans son uniforme noir impeccable, naviguant dans un paysage traître de clients exigeants et de marges bénéficiaires minces, comme du papier à cigarette sur ses pourboires. Chaque soir était une performance, une danse délicate de politesse et d'efficacité, tout cela pour éroder la montagne de dettes qu'elle avait héritée en plus de son diplôme en linguistique. Amélie était différente des autres serveurs qui peuplaient la salle. Tandis qu'ils discutaient d'auditions de théâtre ou de projets de week-end sur la Côte d'Azur pendant les moments d'accalmie, elle se tenait souvent dans un coin discret, ses doigts bougeant dans des mouvements fluides et silencieux, pratiquant une langue que la plupart des gens ne remarquaient jamais, la langue des signes française, la LSF. C'était la langue de son enfance, la langue de son cœur, un hommage vivant aux parents sur qui il avait élevé avec plus d'amour que d'argent. Ils étaient partis maintenant, emportés par un accident de voiture 2 ans plus tôt sur une route de campagne, mais la LSF restait. C'était son héritage, un monde secret de communication qu'elle portait en elle comme un trésor invisible. Ce soir-là, le restaurant bourdonnait d'une énergie particulière, une électricité statique qui faisait dresser les cheveux sur la nuque. Le personnel chuchotait un nom sur des tons feutrés et révérencieux, Jacques Sinclair. Il était un titan de l'industrie, un homme dont la photo s'étalait sur les couvertures des magazines économiques avec des titres comme « Le Midas de Paris ». Il était notoirement privé, brillamment impitoyable et rarement vu en public. Avoir réservé sa table était un coup de maître pour le propriétaire de l'Aurélia. Monsieur Armand, le directeur perpétuellement stressé du restaurant, rassembla le personnel principal près de l'office. « Écoutez bien », siffla-t-il, ses yeux balayant la pièce avec anxiété. Le groupe Sinclair est en route. Table 12. Amélie, tu prends la main. Ne gâche pas ça. Je veux un service impeccable, invisible et parfait. Il est ici avec sa mère et sa fiancée, Isabelle Vanneau. Un gémissement collectif traversa le personnel à la mention d'Isabelle. Mannequin et mondaine parisienne, elle était connue pour sa beauté époustouflante et sa cruauté tout aussi stupéfiante envers le personnel de service. Elle traitait les serveurs comme des meubles doués de parole, et ses plaintes étaient légendaires dans tout le milieu de la restauration parisienne. Amélie hocha simplement la tête, son visage restant un masque de calme professionnel. À l'intérieur, cependant, son estomac se nouait. C'était le genre de table qui pouvait faire ou défaire son mois. Un bon pourboire pouvait signifier payer son loyer pour sa petite chambre de bonne et son versement de prêt sans avoir à vivre de pâtes instantanées pendant une semaine. Un mauvais service, provoqué par les caprices d'Isabelle, pouvait être désastreux. Elle vérifia méticuleusement la table 12, une banquette isolée offrant une vue imprenable sur les lumières de la tour Eiffel. L'argenterie était polie jusqu'à devenir un miroir. Les verres en cristal de baccarat étaient sans défaut, et l'orchidée blanche unique au centre de la table était d'une perfection presque irréelle. Tout était prêt. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent. Jacques Sinclair était exactement comme les magazines le dépeignaient. Grand, impeccablement vêtu d'un costume sombre sur mesure qui coûtait probablement plus cher que tout ce qu'Amélie possédait, et dégageant une aura de pouvoir froid et intouchable. Ses yeux, d'un bleu arctique saisissant, balayèrent le restaurant comme s'il calculait sa valeur nette au centime près. À ses côtés se trouvait Isabelle Vanneau, une vision en soie rouge, qui plissa immédiatement le nez avec dédain. « C'est ça, Jacques ? C'est un peu pittoresque, non ?» Jacques l'ignora, son attention concentrée sur la femme âgée qu'il guidait doucement par le bras. Elle était élégante, avec des cheveux argentés coiffés parfaitement en un chignon strict et des yeux qui recelaient une intelligence calme et profonde. C'était Hélène Sinclair. Elle se déplaçait avec une grâce fragile, son regard absorbant tout, mais restant totalement silencieuse. Elle ne parlait pas, ne réagissait pas aux commentaires acerbes d'Isabelle, son visage demeurant un portrait serein et illisible. Amélie s'approcha de la table, son sourire professionnel fermement en place. « Bonsoir, monsieur Sinclair, mademoiselle Vanneau. Bienvenue à l'Aurélia. » Elle tourna son sourire chaleureux vers la femme plus âgée. « Et bienvenue à vous, madame. » Hélène offrit un petit signe de tête polie,
ses yeux scannant le visage d'Amélie avec une curiosité fugitive. Isabelle agita une main dédaigneuse, ses bracelets en diamant captant la lumière du lustre. « Nous prendrons une bouteille de Château Margaux 95 et apporter de l'eau plate. Pas de glace, sans Pellegrino seulement. » Elle ne prit même pas la peine d'établir un contact visuel. « Bien sûr, » dit Amélie, sa voix égale. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle remarqua qu'Hélène tapotait doucement le bras de son fils. Ses mains commencèrent à bouger dans de petits gestes hésitants. Elle essayait de signer, mais ses mouvements étaient tentatifs, comme si elle avait l'habitude de ne pas être comprise, comme si ses mains avaient oublié leur propre force. Elle lui demandait quelque chose à propos du menu, ses sourcils froncés en une question muette. Jacques ne signa pas en retour. Il se pencha près d'elle et parla fort et lentement, en articulant exagérément comme si elle était une enfant ou une simple d'esprit. « Mère, c'est de la cuisine française moderne. Je vais commander pour toi. » Les mains d'Hélène retombèrent sur ses genoux et une ombre de résignation passa sur ses traits distingués. Elle se recroquevilla dans la banquette moelleuse, sa curiosité vibrante s'atténuant en un silence poli et effacé. Elle redevenait, une fois de plus, un accessoire élégant mais invisible pour son fils puissant et sa fiancée glamour. Le cœur d'Amélie se serra douloureusement. Elle reconnaissait ce regard. C'était le regard de quelqu'un vivant dans un monde sans son, entouré de gens qui refusaient d'apprendre sa langue. C'était le regard que sa propre mère avait parfois lorsqu'elle avait affaire à des employés de magasins impatients ou des guichetiers de banque dédaigneux. À cet instant précis, ce n'était plus juste une autre table à haute pression. C'était personnel. Amélie prit une décision. C'était risqué. C'était techniquement non professionnel selon les standards rigides de M. Armand, et cela pouvait la faire renvoyer. Mais elle ne pouvait pas rester là et regarder cette étincelle de vie s'éteindre dans les yeux d'Hélène. Elle prit une profonde inspiration, retourna vers l'office pour récupérer le vin, et se prépara à briser toutes les règles tacites de la distance sociale. Amélie revint avec le vin, son cœur martelant contre ses côtes. Elle effectua le rituel formel de présentation de la bouteille à Jacques, ses mains stables malgré le tremblement d'adrénaline qui la parcourait. Il donna un signe de tête sec d'approbation, ses yeux ne quittant jamais l'écran de son téléphone portable. Isabelle était occupée à prendre un selfie, inclinant son visage pour attraper la lumière juste. Seule Hélène regardait, ses yeux pleins d'une intelligence calme et lasse suivait chaque mouvement d'Amélie. Après avoir versé le vin, Amélie ne battit pas en retraite comme le protocole l'exigeait. Elle fit un demi-pas de plus vers la table, se concentrant directement sur Hélène. Ses mains, qui avaient servi 1000 repas et poli 1000 verres, se levèrent devant elle. Elle commença à signer. Ses mouvements n'étaient pas hésitants comme ceux d'Hélène l'avaient été. Ils étaient fluides, confiants et imprégnés d'une chaleur que ses paroles, par nécessité de son travail, devaient dissimuler. « Bonsoir », signa-t-elle, son expression ouverte et amicale. « Je m'appelle Amélie. C'est un plaisir de vous avoir ici ce soir. » L'effet fut instantané et sismique. Isabelle Vanneau, au milieu d'une moue pour sa caméra, se figea. Sa bouche parfaitement sculptée s'ouvrit, une expression de choc pur et non frelatée sur son visage. Elle baissa son téléphone, fixant Amélie comme si elle venait de voir pousser une deuxième tête sur les épaules de la serveuse. La tête de Jacques Sinclair se leva brusquement de son téléphone. Ses yeux bleus glacés, qui avaient à peine enregistré l'existence d'Amélie, se verrouillèrent maintenant sur elle avec une intensité perçante. Son visage était un masque d'incrédulité, de confusion et d'autre chose, de la suspicion. C'était comme si un rouage dans son univers parfaitement ordonné venait de mal fonctionner. La serveuse n'était pas censée faire ça. Mais ce fut la réaction d'Hélène qui coupa le souffle d'Amélie. Le masque calme et résigné tomba du visage de la femme âgée. Ses yeux s'écarquillèrent, et pour la première fois ce soir-là, ils brillèrent d'une lumière éclatante. Un hoquet de surprise, doux et aérien, s'échappa de ses lèvres. « Son dos se redressa. » Elle se pencha en avant, tout son être concentré sur Amélie. Lentement, comme si elle dépoussiérait une compétence longue et inutilisée, ses propres mains se levèrent. Sa façon de signer était plus ornée, plus classique que celle d'Amélie, comme comparer un dialecte moderne à du français littéraire du XIXe siècle, mais le sens était clair. « Vous signez » demanda Hélène, ses doigts tremblant légèrement sous le coup de l'émotion. Amélie sourit, un sourire authentique et radieux qui n'avait rien à voir avec le service client. « Oui, mes parents étaient sourds. J'ai grandi avec la LSF. C'est ma langue maternelle. » Une larme perla et traça un chemin sur la joue poudrée d'Hélène. Elle porta une main à sa poitrine, submergée. Dans la cage dorée du monde de son fils, où elle était souvent traitée comme une relique fragile à gérer, une étrangère venait d'ouvrir la porte et de lui parler dans sa langue natale.
Elle n'était plus seulement la mère sourde de Jacques Sinclair. Elle était Hélène. Leurs mains commencèrent à voler. Le menu, signa Hélène, sa frustration précédente disparue, remplacée par l'excitation. Mon fils dit que c'est compliqué. J'adore la cuisine française. Que me recommandez-vous? J'adore les coquilles Saint-Jacques. Les noix de Saint-Jacques sont divines, répondit Amélie en signant, ses doigts dansant. Le chef les saisit parfaitement avec une sauce au beurre citronné qui est légère mais pleine de saveur, et le risotto qui les accompagne est crémeux et riche. Elle décrivit les plats avec une passion qu'elle avait rarement l'occasion de montrer, ses mains peignant des images de saveur et de texture. Pendant les quelques minutes suivantes, le reste du monde cessa d'exister. Il n'y avait que la conversation silencieuse et vibrante entre la jeune serveuse et la mère du milliardaire. Elles étaient dans leur propre bulle, un monde de mains clignotantes et de visages expressifs, inconscientes du silence stupéfait qui était tombé sur la table et même sur la section voisine du restaurant. Jacques Sinclair regardait, la mâchoire serrée. Il comprenait quelques signes rudimentaires, assez pour savoir que c'était une vraie conversation. Il avait dépensé une fortune pour les meilleurs appareils auditifs, les meilleurs médecins, les meilleurs soins pour sa mère, tout cela dans un effort pour combler le fossé de son silence. Il voyait cela comme un problème à résoudre avec de l'argent. Pourtant ici, une serveuse gagnant le SMIC avait traversé sans effort un pont qu'il essayait de construire depuis des décennies, simplement en connaissant la langue de sa mère. Il ressentit un mélange confus de crainte, de ressentiment, et d'un sentiment profond et troublant d'inadéquation. Isabelle trouva enfin sa voix. « Jacques, qu'est-ce qui se passe » chuchota-t-elle durement, son ton imprégné de dégoût. « Fais-la arrêter. C'est inconvenant. Les gens nous regardent. » Mais Jacques ne l'entendit pas. Il regardait sa mère. Il ne l'avait pas vue aussi animée, aussi heureuse depuis des années. Elle riait d'un rire silencieux qui secouait ses épaules alors qu'Amélie décrivait une tentative particulièrement désastreuse de faire un soufflet. Elle n'était plus la femme frêle et silencieuse dans le coin. Elle était vivante. Finalement, Amélie, se souvenant de ses devoirs, fit un signe respectueux à Hélène. « Je vais vous laisser décider. Je reviens dans un instant. » Elle se tourna vers la table, son attitude professionnelle reprenant sa place, bien que ses joues fussent rouges d'émotion. « Puis-je prendre votre commande » demanda-t-elle, sa voix calme comme si rien d'extraordinaire ne venait de se passer. Le silence qui suivit était lourd de pensées inexprimées. Jacques Sinclair regarda Amélie, la regarda vraiment pour la première fois, et dans ses yeux, une lueur de froid calcul fut remplacée par une étincelle dangereuse de curiosité. Le jeu venait de changer, et il n'avait aucune idée de quelles étaient les nouvelles règles. Le reste du repas se déroula dans une atmosphère de tension surréaliste. La conversation silencieuse entre Amélie et Hélène avait envoyé des ondulations à travers la surface lisse de la soirée des Sinclair, et les vagues ne faisaient que commencer à se faire sentir. Chaque fois qu'Amélie s'approchait de la table, un rituel étrange se produisait. Elle s'occupait d'abord des besoins de Jacques et Isabelle avec un professionnalisme calme et parlé. Puis elle se tournait vers Hélène, et le monde changeait. Toute son attitude s'adoucissait et ses mains prenaient vie, vérifiant si tout allait bien, partageant une petite observation ou répondant à une question. Hélène, pour sa part, était transformée. Elle mangeait avec un nouvel appétit, ses yeux pétillants. Elle croisait le regard d'Amélie à travers la pièce et offrait un petit sourire complice. Elle partageait un secret dans cette salle bruyante et animée, un lien forgé dans la langue partagée du silence. Jacques restait un observateur silencieux, son esprit vif traitant la scène devant lui. Il regardait Amélie, non pas comme une serveuse, mais comme un phénomène. Elle était posée, intelligente, et possédait une grâce tranquille qui semblait totalement déplacée avec sa fonction. Il avait bâti son empire en lisant les gens, en trouvant des leviers et des faiblesses. Mais quand il regardait Amélie, il ne trouvait ni l'un ni l'autre. Il ne voyait qu'une chaleur authentique qu'il ne pouvait ni quantifier ni transformer en marchandise. C'était déstabilisant. Isabelle, cependant, devenait de plus en plus agitée. Elle voyait le lien se former entre Amélie et Hélène non pas comme un beau moment de connexion, mais comme une menace directe. Hélène était censée être sa future belle-mère, une figure de proue passive dans la dynastie Sinclair qu'elle avait l'intention de rejoindre. Cette serveuse avait, en quelques minutes, établi un rapport avec Hélène qu'Isabelle n'avait pas réussi à créer en 2 ans de conversation guindée et unilatérale. Elle commença à s'en prendre à Amélie par de petites manières cruelles. « Ce vin respire trop », claquait-elle alors qu'Amélie passait. « Vous auriez dû apporter la bouteille suivante plus tôt. Mon verre d'eau est vide. Faites-vous seulement attention » se plaignait-elle, bien que le verre soit aux 3/4 plein. Amélie absorbait les piques avec une patience exercée, son visage restant neutre. « Toutes mes excuses, mademoiselle Vanneau. Je reviens tout de suite avec cela pour vous. » Mais Hélène voyait tout.
Lors d'une des tirades d'Isabelle sur la température de sa soupe, Hélène posa une main sur le bras de Jacques. Quand il se tourna, elle signa vers lui, ses mouvements vifs et précis. Elle est cruelle. Pourquoi es-tu avec elle? Le visage de Jacques se tendit. Il signa en retour, ses propres mouvements maladroits et lents. Mère, s'il te plaît. Pas ici. Le regard d'Hélène passa de son fils à Isabelle, puis à Amélie, et son expression en fut une de profonde déception. Alors que la soirée touchait à sa fin, une autre serveuse, une femme perpétuellement envieuse nommée Chloé, observait depuis les coulisses. Elle voyait l'attention concentrée qu'Amélie recevait de l'homme le plus puissant de la salle. Elle voyait la liasse de billets que Jacques s'apprêtait à laisser, et elle voyait la moue furieuse sur le visage d'Isabelle Vanneau. Une petite idée malveillante commença à germer dans son esprit. Lorsque l'addition fut payée, Jacques fit quelque chose d'inattendu. Il avait laissé un pourboire de 500 € sur le reçu de carte de crédit, un montant généreux mais standard pour une facture de cette taille. Mais alors qu'il se levait pour partir, il plia discrètement 5 billets de 100 € neufs et les plaça directement dans la main d'Amélie, ses doigts effleurant les siens pendant une fraction de seconde. « Merci, » dit-il, sa voix basse et sérieuse. Ses yeux bleus arctiques rencontrèrent les siens, et pour la première fois, il n'était pas froid. Il cherchait quelque chose. Pour votre service exceptionnel. Le souffle d'Amélie se bloqua. Un pourboire total de 1000 €. C'était plus que son loyer. Merci, monsieur Sinclair. C'était un plaisir. Alors qu'il partait, Hélène s'arrêta. Elle contourna son fils et Isabelle et marcha directement vers Amélie. Elle prit les mains d'Amélie, usée par le travail et bien plus jeune, dans les siennes, douces et manucurées. Elle regarda directement dans ses yeux, les siens s'emplissant d'émotion. « Merci, signa-t-elle, son toucher doux. Tu m'as donné une voix ce soir. Ne laisse jamais personne réduire la tienne au silence. » Amélie sentit une boule se former dans sa gorge. « C'était un honneur, » signa-t-elle en retour, son cœur gonflant d'une émotion bien plus précieuse que l'argent dans sa poche. Alors que le groupe Sinclair disparaissait à travers les grandes portes tournantes, Amélie s'autorisa enfin un moment pour respirer. Elle ressentait un profond sentiment de justesse, le sentiment qu'elle avait honoré la mémoire de ses parents. Elle était inconsciente des deux pères Dieu qui avaient observé l'échange final avec une intention venimeuse. Isabelle, qui voyait une rivale, et Chloé, qui voyait une opportunité. Les ondulations allaient devenir un raz-de-marée. Le lendemain, Amélie arriva pour son service en se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Le pourboire de 1000 € était un soulagement significatif, mais c'étaient les mots d'adieu d'Hélène qui avaient vraiment remonté son moral. « Tu m'as donné une voix ce soir. » C'était une validation de son passé, de son identité, et de la langue silencieuse qu'elle chérissait tant. Elle se sentait vue, et c'était un sentiment plus enivrant que n'importe quel gain financier. Le service commença normalement, le briefing habituel d'avant-service de M. Armand, le rythme familier de la mise en place des tables et du polissage des verres. Mais il y avait un étrange courant sous-jacent dans l'air. Sa collègue Chloé était inhabituellement sollicite, posant des questions indiscrètes déguisées en bavardage amical. « Waouh, Amélie, tu as vraiment touché le gros lot hier soir, » dit Chloé, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. « J'ai entendu dire que Sinclair t'a laissé une fortune. » « C'était quoi, 1000 balles ?»« C'était un pourboire très généreux, » répondit Amélie de manière évasive, ne voulant pas en discuter. Isabelle Vanneau avait l'air furieuse. Chloé insista, essuyant un verre à vin avec vigueur. Je parie qu'elle déteste quand quelqu'un d'autre attire l'attention de Jacques, surtout le petit personnel. Amélie haussa simplement les épaules, essayant de mettre fin à la conversation. Je faisais juste mon travail. 1 heure après le début du service, alors que le restaurant commençait à se remplir, M. Armand s'approcha d'elle, le visage sombre. « Dubois, dans mon bureau, maintenant. » Un œuf froid d'effroi se forma dans l'estomac d'Amélie. Le ton du directeur était dépourvu de son efficacité brusque habituelle. Il était froid, accusateur. Alors qu'elle passait devant les autres membres du personnel, elle sentit leurs yeux sur elle. Chloé lui lança un regard de fausse sympathie qui lui donna la chair de poule. À l'intérieur du petit bureau encombré, M. Armand n'était pas seul. 2 officiers de police au visage sévère se tenaient à côté de son bureau. Le cœur d'Amélie commença à battre la chamade contre ses côtes. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. M. Armand évita son regard, brassant des papiers sur son bureau. « Nous avons reçu un appel ce matin de mademoiselle Isabelle Vanneau, » dit-il, sa voix plate. Elle prétend qu'après son dîner ici hier soir, elle a découvert qu'une de ses boucles d'oreilles en diamant manquait. Une pièce conçue sur mesure par Cartier, évaluée à plus de 50 000 €. Amélie le fixa, totalement hébétée.
Une boucle d'oreille? Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Mademoiselle Vanneau se souvient spécifiquement l'avoir enlevée à table parce qu'elle lui pinçait l'oreille, continua monsieur Armand, sa voix durcissant. Elle croit qu'elle a pu la laisser sur la table enveloppée dans une serviette. C'est toi qui as débarrassé cette table, Dubois. L'accusation pendait dans l'air, épaisse et suffocante. Non, dit Amélie en secouant la tête. Non, j'ai tout débarrassé. Il n'y avait rien. Je l'aurais vu. Je l'aurais rapporté immédiatement. Vraiment. L'un des officiers parla pour la première fois, sa voix un grondement bas. Parce que nous avons un témoin, un autre membre de votre personnel, qui a dit vous avoir vu agir de manière suspecte autour de votre casier à la fin de votre service hier soir. Chloé. Ce devait être Chloé. La fausse sympathie, les questions indiscrètes, tout s'emboîta avec une clarté écœurante. C'est ridicule, plaida Amélie en regardant monsieur Armand. Monsieur, vous me connaissez. Je travaille ici depuis 2 ans. Je ne volerai jamais rien. Nous aimerions fouiller votre casier, mademoiselle Dubois, dit l'autre officier. Ce n'était pas une demande. Son esprit titubait alors qu'il escortait à travers le restaurant, les regards curieux et jugeurs de ses collègues se sentant comme des coups physiques. Ils atteignirent son casier dans la salle du personnel. Ses mains tremblaient tellement qu'elles pouvaient à peine faire fonctionner la combinaison du cadenas. L'officier ouvrit la petite porte métallique. À l'intérieur se trouvaient ses baskets usées, un manuel de sociolinguistique et une barre de céréales à moitié mangée. L'officier plongea la main et en sortit son petit sac à main. Il l'ouvrit et vida le contenu sur un banc. Un tube de baume à lèvres, quelques pièces de monnaie, un stylo et une boucle d'oreille en diamant. Elle gisait là sur le banc en bois, scintillant cruellement sous les lumières fluorescentes dures, une étoile magnifique et malveillante. C'était impossiblement complexe, une cascade de diamants qui semblait brûler d'un feu froid. Amélie haleta, un son étranglé de pure incrédulité. Non, non, ce n'est pas à moi. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais ces protestations étaient inutiles. La preuve était juste là, étincelante pour que tout le monde la voie. Chloé, qui passait par là, laissa échapper un hoquet théâtral. « Oh, Amélie, comment as-tu pu » chuchota-t-elle, sa voix dégoulinant de fausse tristesse. « Je ne l'ai pas fait » cria Amélie, sa voix se brisant. « Quelqu'un l'a mise là. » Elle se tourna vers sa collègue. « C'était toi, n'est-ce pas, Chloé ?» Chloé recula, serrant sa poitrine comme si elle était blessée. « Moi? Pourquoi ferais-je ça ?» Le visage de monsieur Armand était un masque de pierre de déception et de fureur. « Ça suffit, Dubois. Tu es viré. Prends tes affaires. Tu as de la chance que mademoiselle Vanneau ne porte pas plainte, à la condition que tu sois renvoyé immédiatement et que la boucle d'oreille soit restituée. » Les officiers lui donnèrent un avertissement sévère sur la gravité du vol aggravé et sur la chance qu'elle avait de repartir sans menottes. Ils confisquèrent la boucle d'oreille et partirent. Amélie emballa ses quelques affaires dans une boîte en carton. Son manuel semblait fait de plomb. Sa carrière, sa réputation, ses moyens de survie, tout détruit en quelques minutes par un mensonge qu'elle ne pouvait pas réfuter. Les autres serveurs évitaient son regard, chuchotant derrière leurs mains. Elle sortit par la grande entrée de l'Aurélia pour la dernière fois, non pas comme une employée appréciée, mais comme une paria, une voleuse. Les lumières de la ville, qui avaient semblé si prometteuses la veille au soir, se brouillaient maintenant en un éclat moqueur et indifférent à travers ses larmes. Elle avait donné une voix à une femme silencieuse, et en retour, le monde avait volé la sienne. Elle était seule, au chômage, et marquée d'un crime qu'elle n'avait pas commis, tout cela parce qu'elle avait osé se connecter avec quelqu'un dans un monde où elle n'avait pas sa place. Les 48 heures suivantes furent un brouillard gris et suffocant de désespoir pour Amélie. Elle resta assise dans son minuscule appartement au 4e étage sans ascenseur, la boîte en carton de sa carrière terminée trônant dans le coin comme une pierre tombale. L'exaltation qu'elle avait ressentie après sa rencontre avec Hélène Sinclair semblait maintenant être une blague cruelle, une brève lueur avant une obscurité éternelle. Elle rejouait les événements encore et encore, la boucle d'oreille scintillante sur le banc, le faux choc de Chloé, le renvoi froid de monsieur Armand. Comment sa vie pouvait-elle s'effondrer si rapidement? Elle ignorait les appels de son propriétaire concernant le loyer maintenant en retard. Elle ne pouvait pas se résoudre à commencer à chercher un autre emploi. Qui embaucherait une serveuse virée pour avoir volé un bijou de 50 000 euros? La rumeur, même sans charges officielles, la suivrait. Le monde semblait petit et hostile, un endroit où les riches et les puissants pouvaient éteindre l'avenir d'une personne avec un seul mensonge calculé. Le 3e jour, alors qu'elle buvait une tasse de thé bon marché en fixant le mur de briques à l'extérieur de sa fenêtre, on frappa sèchement et avec autorité à sa porte. Ce n'était pas le coup amical d'un voisin ou le bruit sourd d'une livraison. C'était différent.
Son cœur bondit dans sa gorge. Était-ce la police revenue pour l'arrêter? Isabelle Vanneau avait-elle changé d'avis? Avec des mains tremblantes, elle entr'ouvrit la porte. Debout dans le couloir mal éclairé se tenait un homme en costume noir, bâti comme une armoire à glace, avec une oreillette discrètement glissée dans son oreille. Il était l'incarnation de la sécurité privée. « Amélie Dubois ?» demanda-t-il, sa voix étant un monotone professionnel bas. « Oui, oui. Monsieur Jacques Sinclair souhaiterait vous voir. Il attend en bas. » L'esprit d'Amélie se vida. Jacques Sinclair. Pourquoi diable voudrait-il la voir? Pour jubiler? Pour la menacer davantage? Ses instincts de survie lui criaient de claquer la porte. Mais une lueur d'autre chose, le souvenir du regard inquisiteur dans ses yeux ce soir-là, la fit hésiter. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, sa voix plus forte qu'elle ne l'espérait. « Il souhaite discuter de l'incident au restaurant, » dit l'homme. « Il croit qu'il y a eu un malentendu. » Un éclat d'espoir, fragile et terrifiant, perça à travers son désespoir. Elle n'avait plus rien à perdre. « D'accord, » dit-elle. « Donnez-moi une minute. » En bas, une berline noire élégante était garée le long du trottoir, ses vitres teintées donnant l'impression qu'un morceau du ciel nocturne était tombé sur terre. Le garde de sécurité ouvrit la porte et Amélie se glissa à l'intérieur. Jacques Sinclair était assis en face d'elle. Dans l'espace confiné de la voiture, sa présence était encore plus formidable. Il ne regardait pas son téléphone cette fois. Toute son attention déconcertante était sur elle. « Mademoiselle Dubois », commença-t-il, sa voix calme et mesurée. « J'ai été désolé d'apprendre votre renvoi. » Amélie Tressellet. Isabelle. Mademoiselle Vanneau. Elle vous a dit que je suis une voleuse. Si vous êtes ici pour me faire la leçon ou me menacer. Isabelle m'a raconté sa version des faits, l'interrompit-il, levant une main. Je suis ici parce qu'une autre version des faits m'a été présentée. Une version beaucoup plus convaincante. Il fit une pause, laissant les mots flotter dans l'air climatisé. Ma mère, Hélène, a été très bouleversée quand elle a entendu ce qui s'était passé. Elle ne croit pas que vous soyez une voleuse. Son jugement de caractère est impeccable. Elle a une capacité étrange à voir des choses que les autres manquent. C'est une compétence qu'on développe, je suppose, quand on passe sa vie à observer plutôt qu'à écouter. Il se pencha légèrement en avant. Ma mère a vu quelque chose ce soir-là, mademoiselle Dubois. Elle a vu votre collègue Chloé parler avec Isabelle près des toilettes. Elle a vu Isabelle glisser quelque chose dans la main de Chloé. Sur le moment, elle n'y a pas prêté attention, mais après coup, le souvenir est devenu significatif. Amélie le fixait, son cœur commençant à s'emballer. Hélène les avait vus. Le témoignage de ma mère n'est pas une preuve, bien sûr, continua Jacques, sa voix prenant un tranchant plus net et clinique. Alors, j'ai décidé d'en acquérir. J'ai un certain levier auprès du groupe de propriétaires de l'Aurélia. Je les ai persuadés qu'il était dans leur meilleur intérêt de coopérer pleinement. Les images de sécurité du couloir du personnel, que M. Armand avait initialement prétendu être corrompues, ont été miraculeusement récupérées. Il tapota une tablette sur le siège à côté de lui. L'écran s'alluma, montrant une vidéo granuleuse en noir et blanc. C'était le couloir à l'extérieur des casiers. L'horodatage correspondait à la fin du service d'Amélie. Les images montraient clairement Chloé, après qu'Amélie fut partie pour la nuit, ouvrant furtivement le casier d'Amélie, probablement avec un passe-partout ou une combinaison copiée, et laissant tomber un petit objet scintillant dans son sac à main. Amélie haleta, pressant une main sur sa bouche. C'était là, la preuve, la vérité concrète et indéniable. Des larmes de soulagement et de colère ruisselèrent sur son visage. « Pourquoi » chuchota-t-elle. « Pourquoi ferait-elle ça ?» Pour Isabelle, le motif était la simple jalousie, dit Jacques, sa voix imprégnée d'un dégoût froid qui semblait dirigé contre lui-même autant que contre quiconque. Vous avez créé un lien avec ma mère en 10 minutes qu'elle a échoué à créer en 2 ans. Vous l'avez fait se sentir en insécurité. Pour votre collègue, le motif était encore plus simple, Isabelle l'a payé. Il fit un geste vers la tablette à nouveau, balayant vers un nouvel écran montrant un virement bancaire de 10 000 € d'un compte lié à Isabelle vers celui de Chloé. La pure cruauté désinvolte de tout, cela coupa le souffle d'Amélie. Sa vie entière avait été bouleversée pour un moment fugace de jalousie et un pot de vin. « J'ai déjà eu une conversation avec mademoiselle Vanneau, » dit Jacques, sa mâchoire se serrant. « Nos fiançailles sont terminées. Ces affaires sont en train d'être retirées de mon pantouse au moment où nous parlons. Quant à Chloé, M. Armand a reçu l'instruction de mettre fin à son contrat, et je m'assure qu'un mot discret la suive, rendant très difficile pour elle de travailler à nouveau dans l'industrie hôtelière de cette ville. Il vous offre aussi ses plus profondes excuses, et un chèque d'indemnité pour vous pour le trouble causé.
Il regarda Amélie, ses yeux bleus contenant une nouvelle émotion, le respect. Ma mère avait raison à votre sujet, et j'avais tort. Je vis dans un monde de transactions, mademoiselle Dubois. J'avais oublié à quoi ressemble la gentillesse authentique. Vous l'avez montré à ma mère, et en retour, mon monde a essayé de vous écraser pour cela. Je suis ici pour m'excuser et pour réparer les choses. La voiture glissait à travers les rues de Paris, une bulle silencieuse et luxueuse les emportant loin des décombres des derniers jours. Pour la première fois, Amélie sentit que le pouvoir émanant de l'homme à côté d'elle n'était pas une menace, mais un bouclier. Il avait utilisé son immense influence, non pas pour protéger les siens, mais pour découvrir la vérité et défendre une étrangère. Le milliardaire avait fait son mouvement, et c'en était un qu'elle n'avait jamais vu venir. La berline ne retourna pas à l'Aurélia ni à l'immeuble délabré d'Amélie. Elle se déplaça doucement vers la partie la plus riche de l'avenue Foch, s'arrêtant devant un immeuble majestueux en pierre de taille avec une entrée à baldaquin et un portier qui se précipita comme si le président était arrivé. « Où sommes-nous » demanda Amélie, sa voix petite. « Chez moi » répondit simplement Jacques alors que le chauffeur ouvrait sa porte. « Il y a quelqu'un ici qui veut vous voir. » Ses jambes semblaient instables alors qu'elle entrait dans le hall, un espace caverneux de marbre et d'acajou. L'ascenseur privé monta silencieusement, s'ouvrant directement dans le penthouse de Jacques. C'était moins un appartement qu'un palais dans le ciel, avec des baies vitrées offrant une vue panoramique à couper le souffle sur Paris. L'espace était décoré avec une précision minimaliste et des œuvres d'art moderne inestimables, mais il semblait froid, impersonnel, un musée de richesse. Et assise sur un canapé moelleux, baignée dans la lumière de l'après-midi, se trouvait Hélène Sinclair. Elle leva les yeux alors qu'ils entraient, et son visage s'illumina d'un sourire de pur soulagement. Elle se leva et se précipita vers Amélie, bougeant avec une vitesse qui démentait son âge. Elle l'étreignit dans une accolade étonnamment forte, lui tapotant doucement le dos. Puis elle se recula, ses mains commençant immédiatement à signer vite et avec urgence. « Je le savais. Je savais que tu étais innocente. J'ai dit à Jacques. Je lui ai dit qu'il devait réparer ça. Je suis tellement désolé pour ce que cette horrible femme t'a fait. » Son expression était un mélange d'excuses, de colère et de profond soulagement. « C'est bon » signa Amélie en retour, ses propres émotions la submergeant. « C'est fini. Maintenant. Merci. Vous m'avez sauvé. »« Non » la corrigea Hélène, son regard ferme. « Tu m'as sauvé la première. Tu m'as rappelé ce que ça fait d'être entendu. » Jacques observait l'échange à distance, une expression complexe sur le visage. Il avait tout le pouvoir et les ressources du monde, pourtant il était un étranger dans cette conversation, un touriste dans le pays natal de sa propre mère. Après quelques instants, il se racla la gorge. « Mademoiselle Dubois, Amélie, asseyez-vous, je vous en prie. » Ils s'assirent tous, Hélène insistant pour qu'Amélie s'assoie à côté d'elle, tapotant occasionnellement sa main comme pour se rassurer qu'elle était vraiment là. « Comme je l'ai dit, » commença Jacques, prenant place face à elle. « Je veux réparer les choses. Monsieur Armand vous offrira bien sur votre poste à l'Aurélia avec une promotion et une augmentation, mais j'espère que vous ne l'accepterez pas. » Amélie le regarda, confuse. « Travailler là-bas ? Travailler n'importe où dans cette industrie serait un gaspillage de vos talents, » continua-t-il. « Ce soir-là, en vous regardant avec ma mère, j'ai réalisé quelque chose. Pendant des années, j'ai essayé de résoudre le problème de ma mère. J'ai jeté de l'argent dessus. Les meilleurs médecins, la technologie la plus avancée. J'ai traité sa surdité comme un bug dans un système qui devait être corrigé. Je n'ai jamais pensé une seule fois à simplement apprendre sa langue correctement, à la rencontrer là où elle est. » Il regarda sa mère et l'amour et le regret dans ses yeux étaient palpables. « Vous avez fait ça, Amélie, sans effort. Vous n'avez pas vu un handicap. Vous avez vu une personne et vous vous êtes connecté. » Il se pencha en avant, ses mains jointes. Cette expérience, ça a été un réveil plutôt brutal. Je veux faire quelque chose de plus que simplement signer des chèques à des œuvres caritatives. Je veux construire quelque chose. Il prit une profonde inspiration et l'air dans la pièce sembla se charger de l'énergie de ses prochains mots. Je suis en train d'établir une nouvelle fondation, la Fondation Hélène Sinclair. Sa mission sera de promouvoir l'éducation des sourds, l'accessibilité et l'intégration culturelle à l'échelle nationale. Nous financerons des bourses pour les étudiants sourds, développerons des programmes pour enseigner la LSF dans les écoles publiques, nous associerons à des entreprises technologiques pour créer de meilleurs outils de communication et ferons pression pour des lois d'accessibilité plus strictes. Elle sera dotée de 100 millions d'euros pour commencer. Amélie le fixait, sans voix. 100 millions. Le chiffre était si vaste qu'il en était abstrait. Une fondation de cette envergure a besoin d'un leader, dit Jacques,
son regard se verrouillant avec le sien. Elle a besoin de quelqu'un avec de l'expertise, de la passion et de l'empathie. Quelqu'un qui comprend la communauté qu'elle est censée servir non pas comme une étude de cas, mais comme une expérience vécue. Elle a besoin de quelqu'un qui peut faire le pont entre le monde entendant et le monde sourd. Il fit une pause. « Je veux que vous la dirigiez, Amélie. Je veux que vous soyez la directrice exécutive de la Fondation Hélène Sinclair. » L'esprit d'Amélie court-circuita, sa mâchoire tomba littéralement. De serveuse virée à directrice d'une fondation philanthropique majeure en l'espace d'un après-midi. C'était impossible. Moi, finit-elle par étouffer. Monsieur Sinclair, je suis juste une serveuse. J'ai un diplôme de linguistique, mais je n'ai aucune expérience de gestion d'entreprise, encore moins d'une fondation de 100 millions. Vous avez la seule qualification qui compte, celle que je ne peux pas acheter, contrat-il, sa voix ferme. Vous avez le cœur pour ça. Vous avez le « pourquoi ». Je peux embaucher des gens pour gérer les finances et l'administration. J'ai besoin de vous pour la vision. J'ai besoin que vous soyez son âme. Vous aurez toutes les ressources dont vous avez besoin, toute la formation nécessaire. Vous construirez votre propre équipe. Le salaire sera substantiel, et vous changerez le monde pour des millions de personnes comme ma mère. Il fit un geste vers Hélène, qui regardait Amélie avec des yeux brillants et pleins d'espoir. Elle signa lentement pour qu'il n'y ait pas de malentendu. « S'il te plaît, Amélie, fais ça avec nous. Pour nous. » Le pantouse froid et stérile sembla soudain chaud. La vue de la ville n'était plus moqueuse ou indifférente. C'était un paysage de possibilités. Tout dans sa vie, l'amour pour ses parents, les années passées à maîtriser leur langue, le dévouement silencieux à ses études, même l'épreuve douloureuse des derniers jours, tout cela l'avait mené à ce seul moment pivot. Ce n'était pas juste une offre d'emploi. C'était le destin. C'était une offre bien au-delà de toute estimation, non seulement par sa valeur monétaire, mais par son potentiel à donner à sa vie un but profond et durable. Le choix était le sien. Retourner au monde qu'il avait rejeté, ou entrer dans un nouveau qu'elle pourrait aider à créer. 1 an plus tard, la grande salle de bal de l'hôtel de Crillon était remplie à pleine capacité. L'occasion était le gala inaugural de la Fondation Hélène Sinclair. La salle était une mer de l'élite parisienne, de philanthropes, de PDG, d'artistes et de politiciens. Mais l'atmosphère était différente de l'événement mondain habituel. Sur chaque table, à côté des centres de table floraux, se trouvaient des cartes avec l'alphabet LSF. Des interprètes se tenaient discrètement sur les côtés de la scène, leurs mains bougeant dans un ballet gracieux. Le thème de la soirée n'était pas seulement la charité, mais la communication. À la table d'honneur étaient assis Jacques et Hélène Sinclair. Jacques avait l'air différent d'il y a 1 an. Les bords froids et durs de l'homme d'affaires impitoyable s'étaient adoucis. Il souriait plus, un sourire authentique qui atteignait ses yeux. Tout au long de la soirée, il se tournait souvent vers sa mère, et dans une LSF lente mais en constante amélioration, il partageait une pensée ou une blague. Il apprenait sa langue. Hélène elle-même était la star de la soirée, vêtue d'une robe argentée chatoyante. Elle n'était plus une silhouette silencieuse à l'arrière-plan. Elle était rayonnante, engageante, passant de table en table, parlant avec des donateurs et des boursiers dans sa langue des signes natale et éloquente. Elle était la matriarche, l'inspiration, le cœur vivant de la fondation qui portait son nom. Mais la personne qui commandait la salle était Amélie Dubois. Elle se tenait au pupitre, une image de confiance tranquille dans une robe bleu marine simple et élégante. Elle n'était plus la serveuse harcelée de l'Aurélia. Elle était la directrice exécutive, une leader respectée et formidable dans le monde de la philanthropie. Au cours de l'année passée, elle s'était jetée dans le rôle avec une passion féroce, prouvant que la foi de Jacques en elle était plus que justifiée. Elle avait assemblé une équipe brillante, lancé 3 initiatives nationales majeures, et avait déjà changé la vie de milliers de personnes. Elle commença son discours principal en parlant avec éloquence de la mission de la Fondation. Mais quelques minutes plus tard, elle fit une pause. « Les mots sont puissants, dit-elle, sa voix claire et forte. Mais parfois, les choses les plus importantes sont communiquées sans un seul son. » Elle s'éloigna du microphone et la salle tomba dans le silence. Elle regarda directement Hélène, qui observait depuis la table d'honneur avec des larmes de fierté dans les yeux. Et puis Amélie commença à signer, ses mains bougeant avec la grâce poétique qui avait tant captivé les Sinclair 1 an auparavant. Elle raconta l'histoire de ses parents, de la beauté et de la richesse de la culture sourde, des défis et des triomphes. Alors qu'elle signait, les interprètes donnaient voix à ses mouvements. Mais le vrai pouvoir était dans le silence, dans l'émotion brute transmise par ses mains et son expression. Elle parlait d'un monde où la communication n'était pas une barrière, mais un pont. Un monde où la valeur d'une personne n'était pas mesurée par la façon dont elle parlait, mais par ce qu'elle avait à dire.
Quand elle eut fini, il y eut un moment de silence stupéfait, et puis la salle explosa. Mais ce n'était pas seulement des applaudissements sonores. Des centaines de personnes, inspirées par l'esprit de la soirée, levèrent leurs mains et les agitèrent en l'air, le signe LSF pour applaudir. C'était une ovation silencieuse et magnifique, un témoignage du changement qu'elle avait déjà mis en mouvement. Plus tard dans la soirée, Jacques trouva Amélie sur un balcon surplombant la place de la Concorde illuminée. « Vous avez été incroyable », dit-il en se tenant à côté d'elle. « Nous avons été incroyables », le corrigea-t-elle doucement. « Rien de tout cela ne serait possible sans vous et Hélène. » Ils restèrent dans un silence confortable d'un moment. Leur relation avait évolué au fil de l'année en une relation de profond respect mutuel et une amitié proche et solidaire. Il était son mentor dans le monde des affaires. Elle était son guide dans le monde de la connexion humaine authentique. « Pensez-vous parfois à cette nuit à l'Aurélia » demanda-t-il calmement. Amélie sourit. « Parfois, cela ressemble à une autre vie, une autre personne. J'ai rencontré Isabelle pour un café la semaine dernière, dit-il de manière inattendue. Amélie le regarda, surprise. Elle a changé. Tout perdre l'a forcée à se regarder en face. Elle s'est excusée, pour ce que ça vaut. Elle travaille dans un bureau maintenant. Elle a dit quelque chose d'intéressant. Elle a dit, dans notre monde, la gentillesse ressemble à de la faiblesse. Je pense qu'elle a raison. C'est comme ça que je le voyais avant. Il se tourna pour lui faire face. Vous m'avez appris que c'est la forme de force la plus profonde. Un nouveau langage. Il ne parlait pas seulement de la LSF. Amélie regarda la ville, non plus un lieu de lutte, mais un lieu de promesses infinies. Elle avait perdu ses parents, perdu son emploi, et failli perdre son espoir. Mais par un acte de gentillesse simple et risqué, elle avait trouvé son but. Elle avait redonné une voix à Hélène Sinclair, et ce faisant, avait aidé un homme puissant à redécouvrir son propre cœur. Elle avait construit une nouvelle vie non pas sur les fondations de la richesse ou du statut, mais sur la vérité simple et inébranlable que la plus grande communication vient d'un lieu d'amour et de compréhension. Et c'était une langue que tout le monde, si on lui en donnait la chance, pouvait apprendre à parler. Le succès de la Fondation Hélène Sinclair ne fut pas une affaire discrète. Elle devint la coqueluche des médias, une histoire qui faisait du bien dans un monde cynique. Le milliardaire repenti, sa mère réveillée, et la serveuse devenue directrice visionnaire. Amélie se retrouva sur des couvertures de magazines et dans des segments d'actualité, redirigeant toujours gracieusement les projecteurs sur le travail de la Fondation et la communauté qu'elle servait. Pendant un an, leur progrès sembla enchanté, une force inarrêtable pour le bien. Mais dans le monde du militantisme, même les lumières les plus brillantes projettent des ombres. Et c'est dans ces ombres que la dissidence prend souvent racine. Le défi ne vint pas d'un rival corporatif ou d'une mondaine jalouse. Il vint de l'intérieur même de la communauté qu'il cherchait à autonomiser. Il arriva sous la forme d'un article en ligne largement diffusé, écrit par Marc Janson, un militant sourd de troisième génération et journaliste respecté connu pour son intellect aiguisé et ses principes intransigeants. Le titre était brutal, La Fondation Sinclair, une cage dorée de bonnes intentions. L'article n'était pas une simple critique. C'était une dissection chirurgicale. Janson reconnaissait les contributions financières de la Fondation, mais questionnait son âme. Il dépeignait Jacques Sinclair comme un magnate résolvant une vie de culpabilité avec un carnet de chèques massif. Il décrivait les galas et les événements de haut profil comme du tourisme auditif, où les riches pouvaient se sentir bien dans leur peau sans s'engager dans le vrai travail difficile de démantèlement des barrières systémiques. Mais sa critique la plus pointue était réservée à Amélie. Il ne la nommait jamais comme une voleuse, ni ne remettait en question son intégrité. Il remettait en question son identité. Bien que Mademoiselle Dubois soit une signeuse fluide et une enfant entendante de parents sourds, coda, écrivait-il, le leadership d'une fondation pour les sourds devrait être par les sourds. Peu importe sa compétence ou sa sincérité, elle est une personne entendante interprétant une expérience sourde. Elle est une traductrice, pas une locutrice native de nos vies. La Fondation, malgré tout son vernis, perpétue le trope le plus ancien et le plus insidieux. Le sauveur entendant accordant avec bienveillance une voix à une communauté qui n'a jamais été silencieuse, seulement ignorée. L'article frappa Amélie comme un coup physique. Elle s'assit dans son grand bureau ensoleillé, la vue de Paris semblant maintenant se moquer d'elle, et lut les mots encore et encore. Chaque phrase érodait sa confiance. Il avait tordu sa plus grande force, sa position unique comme pont entre deux mondes, en sa plus grande responsabilité. L'accusation semblait profondément personnelle, frappant au cœur de qui elle était. Était-elle juste une interprète? Avait-elle, dans son désir d'honorer ses parents, franchi une limite dont elle ignorait même l'existence? Quand Jacques entra en trombe dans son bureau, son visage était comme l'orage. Il tenait une tablette avec l'article affiché,
son doigt pointant l'écran. C'est de la diffamation, Amélie. De la calomnie. Mon équipe juridique rédige déjà une mise en demeure. On va le poursuivre, lui, sa publication, et quiconque partage ça. On va l'enterrer. Le Jacques Sinclair froid et impitoyable était de retour, prêt à résoudre un problème avec une force écrasante. Mais Amélie, regardant sa fureur, n'entendit qu'un écho de la critique de Marc Janson. Un homme entendant, puissant, essayant de faire taire une voix sourde. « Non, Jacques. Ne fais pas ça, dit-elle, sa propre voix calme mais ferme. « Comment ça, non » exigea-t-il. « Il t'a attaqué. Il a attaqué ma mère. Il essaie de démolir tout ce que nous avons construit. Et que prouvera le fait de le poursuivre » contrat-elle, se levant pour lui faire face. « Cela prouvera tout son argument. Que nous sommes une organisation dirigée par des entendants puissants qui utilisent son argent et son influence pour écraser la dissidence. Nous ne pouvons pas combattre cela avec des avocats. Nous devons le combattre avec la communication. » La communication ? Il n'est pas intéressé par la communication. C'est une attaque ciblée. Est-ce le cas ? Amélie défia sa propre blessure, laissant place à une nouvelle clarté. Où y a-t-il un grain de vérité là-dedans que nous avons peur de voir ? Le conseil de la Fondation est entièrement entendant. La direction, à part quelques consultants, est entendante. Il n'a pas tort sur la structure, Jacques. Peut-être que je n'ai pas tort, mais peut-être que je n'ai pas complètement raison non plus. Sa vulnérabilité le désarma. La colère se vida de son visage, remplacée par la confusion. « Que suggérez-vous » ? « Je vais le rencontrer, dit-elle. Seul, pas d'avocat, pas de relations publiques, juste moi. » Les instincts protecteurs de Jacques s'enflammèrent. « Absolument pas. Il va vous dévorer toute crue. »« Laisse-le essayer, » répondit-elle. « Ce n'est pas ton monde, Jacques. C'est le mien, et j'ai besoin de faire ça à ma manière. » Le lendemain, Amélie entra dans le petit bureau encombré de l'Indépendant sourd, le journal en ligne que Marc Janson dirigeait. C'était à des années-lumière de la Tour Saint-Clair, un espace rempli de livres, de classeurs débordants et du bourdonnement silencieux des serveurs informatiques. Marc Janson était assis à son bureau, un homme dans la cinquantaine, avec des yeux intenses et intelligents et les mains puissantes d'un seigneur de toute une vie. Il ne sembla pas surpris de la voir. Amélie n'était pas venue seule, cependant. Alors qu'elle quittait la Fondation, Hélène l'avait rencontrée dans le hall, habillée non pas pour un gala, mais avec un pantalon simple et élégant et un pull. Elle avait regardé Amélie et signé « Il parle de mon expérience. Je viens avec toi. » Maintenant, tous les trois étaient assis autour d'une petite table. L'air était épais de tension. Amélie commença à signer et à parler pour le bénéfice d'Hélène. « Monsieur Janson, j'ai lu votre article. Je ne suis pas ici pour argumenter. Je suis ici pour écouter. » Le regard de Marc était sceptique. Il signa, ses mouvements vifs et précis. « Vous êtes ici pour gérer une crise de relations publiques. » « Non, » interjeta Hélène avant qu'Amélie ne puisse répondre. « Elle est ici parce qu'elle a du respect, quelque chose que mon fils apprend encore. » Elle tourna toute son attention vers Marc. « Vous écrivez sur ma vie comme un accessoire dans l'histoire de rédemption de mon fils. Pendant 70 ans, c'est ce que j'étais, un bel accessoire silencieux. J'allais aux fêtes. Je souriais. Je hochais la tête. Personne ne parlait ma langue. Mon propre fils, que j'aime tendrement, pouvait à peine me parler. Je vivais dans une cage dorée. » Ses signes devinrent plus puissants, plus passionnés. Puis cette jeune femme, une serveuse, m'a regardé et elle m'a vu. Pas une femme sourde. Pas la mère d'un milliardaire. Elle a vu une personne et a parlé ma langue. Vous l'appelez un sauveur entendant. Savez-vous comment je l'appelle ? La première personne en 30 ans qui m'a demandé ce que je recommandais sur un menu. Des larmes perlèrent aux yeux d'Hélène. Votre critique de notre fondation est-elle valide ? Oui, nous avons besoin de plus de leaders sourds. Nous devons les avoir. Ce sera notre prochaine étape, et vous nous avez ouvert les yeux là-dessus. Mais n'osez pas diminuer le pont que cette femme a construit. Elle ne m'a pas sauvé. Elle s'est connectée avec moi. Et cette connexion a débloqué cette fondation. Elle a débloqué mon fils. Elle m'a débloqué. Un allié n'est pas un ennemi, monsieur Janson. Et un pont n'est pas une cage. Marc Janson était silencieux. Il était venu préparé pour un maître du spin corporatif, pour une directrice défensive. Il n'était pas préparé à la vérité brute et indéniable du témoignage d'Hélène Sinclair. Il regarda de la matriarche féroce à la jeune femme à côté d'elle, qui avait des larmes coulant sur son propre visage. Il avait passé sa vie à se battre pour que sa communauté soit entendue,
Et ici, dans son propre bureau, il avait presque failli ne pas écouter. Finalement, il hocha lentement la tête. Un pont, signatait-il, la dureté disparut de ses mouvements. Dites-moi, mademoiselle Dubois, vers où le construisons-nous ensuite? L'histoire d'Amélie et des Sinclair nous rappelle que la devise la plus précieuse que nous ayons n'est pas l'argent. C'est l'empathie. Elle montre qu'un petit geste de gentillesse peut se propager vers l'extérieur, exposant la tromperie et transformant des vies d'une manière que nous ne pouvons jamais prédire. Dans un monde qui valorise souvent le statut par rapport à la substance, l'histoire d'Amélie est un témoignage puissant de la force trouvée dans l'authenticité et du courage qu'il faut pour combler les fossés entre nous. Elle n'a pas seulement servi un repas. Elle a servi une leçon d'humanité que même un milliardaire a dû apprendre. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a rappelé le pouvoir de la compassion, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre.